Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 16 mai. Plusieurs mois de travail concrétisés, les équipes de Génération Lully étaient sur la scène de la Meurice de Trappes pour présenter leur création et nous reviendrons sur cette soirée avec le directeur du Centre de musique baroque de Versailles. Une découverte nocturne insolite, la Nuit des musées revient à Saint-Quentin-en-Yvelines et cette nouvelle édition est placée sous le signe de la télévision, le thème de l'exposition temporaire du musée de la ville. À Breteuil, vous pourrez vivre comme en 1900, une époque faste pour la famille propriétaire du château. Les têtes couronnées, les grandes figures artistiques s'y succèdent, costumes d'époque et reconstitutions vous attendent. Fini les répétitions, voici le temps des représentations. Hier soir à la Meurice, c'était l'aboutissement d'un projet long de 2 ans. Une découverte puis une création, tous les participants de Génération Lully présentaient Baptiste ou l'opéra des farceurs. Leur création, regardez. Approchez, messieurs, dames, approchez pour découvrir ce Baptiste original. La création de Génération Lully est sur scène, la conclusion de 9 mois de travail initié par le Centre de musique baroque de Versailles. On les a vus grimper en 15 jours d'une façon spectaculaire. Et c'est un travail qui leur a été demandé tous les jours, où ils ont chanté, dansé, où ils ont découvert les costumes, le décor, l'orchestre, les chanteurs, etc. Où ils se sont mêlés avec les autres groupes de trappes. Et je pense que là, la mayonnaise a commencé à prendre. 2 heures hebdomadaires pour raconter l'histoire des farceurs, ces artistes qui contournaient les interdits royaux. Sur scène, près de 150 chanteurs, comédiens et danseurs. Des professionnels, des collégiens et des associations trappistes. Je me suis dit de le faire parce que c'est les trucs comme ça, on ne fait pas ça tous les jours, vous voyez. Donc je me suis dit plutôt le faire. On a beaucoup appris à danser et tout ça. C'est rare on danse et tout ça, et alors que les théâtres, on fait tout le temps à l'école avec les profs de français. Dès que j'ai commencé à faire les grandes répétitions à la Meurice, que tout le monde a commencé à se rassembler, c'est qu'il y a beaucoup de personnes et c'est un grand truc. On nous a laissé libre choix. C'est-à-dire qu'il y a une danse qui est une champenoise dans la première partie, qui est une danse que les Bretons ont adoptée et aménagée pour eux. Et la deuxième danse que l'on fait, c'est une création totale de nos adhérents. Plus d'1 heure de spectacle au cœur du XVIIe siècle et pour ceux qui n'auraient pas pu se déplacer, séance de rattrapage à l'Opéra Royal, jeudi 17 mai. Nicolas Buchet, vous êtes le directeur du Centre de musique baroque de Versailles. Hier soir, il y avait beaucoup d'impatience. Il y avait beaucoup d'impatience, évidemment, puisque après un projet qui date quasiment de 2 ans, qui a duré quasiment 2 ans, le fait d'arriver enfin au spectacle, évidemment, c'est une grande impatience, mais c'est aussi beaucoup d'émotions. 2 ans. Alors, il y a eu 9 mois de création et avant, il y avait la découverte parce que c'est tout un petit monde, 150, je le dis dans le sujet, qui devait se découvrir avant. Exactement, c'est 1000 personnes touchées sur l'ensemble du projet, avec 1 année de découverte et 150 personnes qui sont acteurs du spectacle sur cette dernière année, cette 2e année de préparation du spectacle. Alors avec un tel succès, on l'a vu, moi j'ai rencontré à plusieurs reprises les équipes, on a senti l'engagement, mais même des plus jeunes, des tout petits, c'est des adolescents. Hein. Mais est-ce qu'un autre projet comme ça va voir le jour? Est-ce que ça motive de continuer? Mais on l'espère évidemment, parce que c'est un tel plaisir de voir tout ce monde rassemblé sur une scène pour un si beau spectacle, encadré par des professionnels, des plus grands professionnels du milieu de l'opéra en France aujourd'hui. Donc évidemment, on espère ce type de projet, un autre type de projet de cette envergure. On est en train d'interroger nos financeurs sur le sujet pour obtenir l'assurance de la poursuite de ce genre de projet. Donc affaire à suivre. Exactement. Alors vous, Nicolas Buchet, vous êtes le directeur, mais depuis seulement 2 mois. Exactement. Vous avez pris vos fonctions le 1er mars. Sur une année un peu particulière, parce que le CMBV a fêté ses 30 ans. Exactement. L'anniversaire des 30 ans du CMBV, c'était en 2017, l'année dernière. Et voilà, changement de direction qui n'a rien à voir avec les 30 ans d'ailleurs. Et je suis arrivé le 1er mars, comme vous le dites, avec un immense plaisir, un grand honneur et beaucoup de travail. À peine plus de 2 mois, c'est suffisant pour découvrir l'établissement ou vous faites encore des découvertes? À mon avis, j'ai encore des découvertes pour un petit moment. C'est plus de 2 mois en fait, parce que j'ai été officiellement nommé début décembre et donc j'ai organisé mon emploi du temps pour pouvoir déjà passer quelques journées en décembre, en janvier, en février pour préparer mon arrivée.
arriver. Alors avant d'arriver au CMVV, vous vous formez au Conservatoire de Lille, de Bruxelles, de Lyon, dont vous serez le directeur des études musicales. Vous dirigez ensuite la Cité de la Voix à Vézelay et vous avez une carrière d'organiste. La musique baroque, une passion? La musique baroque, c'est même le début de ma carrière. C'est quasiment avec la musique de Couperin, avec la musique de ces compositeurs, de Lully, que j'ai commencé la musique en 1987, qui est l'année de la création du Centre de musique baroque. C'est un hasard, mais c'est plaisant. C'est un hasard plaisant. Et donc oui, la musique baroque et la musique baroque française, je la pratique depuis plus de 30 ans maintenant. Alors pourquoi avoir accepté ces fonctions de directeur du CMVV? Une nouvelle étape, une envie d'avancer avec eux? Oui, en fait, le cycle à Vézelay s'achevait. J'ai passé 6 ans à Vézelay. J'ai mené des grands travaux pour la création de cette Cité de la Voix. Et j'avais encore quelques temps à passer là-bas, normalement. Mais l'annonce du poste du Centre de musique baroque de Versailles m'a tout de suite appelé, vraiment. Parce que c'est une maison exceptionnelle et c'était vraiment un endroit où je savais que je serais heureux parce que justement, je pense que la matière dont il est question, cette musique, je l'aime beaucoup, je la pratique, je la joue, donc j'étais heureux de travailler à cela. Et ce que j'aime énormément dans cette maison, justement, c'est la pluralité d'actions. On a des projets comme Génération Lully, mais on a un centre de recherche, on a des éditions, on a la maîtrise, un centre de formation. Vos pages, vos chants. Et j'aime énormément, justement, travailler sur diverses actions autour d'un même sujet. Et justement, qu'est-ce que vous aimeriez apporter, vous, au CMVV, d'autres projets? Alors, d'autres projets, j'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir plus de formations, notamment des formations instrumentales. On va travailler à cela. Moi, j'essaye et je considère que c'est mon premier travail, c'est d'avoir encore plus de transversalité à l'intérieur de l'établissement. C'est-à-dire de mêler de plus en plus des programmes qui associent la recherche, la formation et la production, l'action culturelle. Et j'espère aussi qu'on va réussir à territorialiser notre action, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on sera plus présent sur le département des Yvelines. On est en discussion en ce moment avec le conseil départemental et j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles prochainement. Mais également au niveau national et au niveau de l'Île-de-France. En tout cas, je souhaite qu'on crée plus de liens avec les territoires. Merci Nicolas Buchet d'être venu en plateau et pour découvrir le CMVV, encore quelques rendez-vous, même si la saison touche à sa fin. Le 17 mai, Génération Lully et les jeudis musicaux au château de Versailles. À Versailles, il n'y a pas que du baroque, parce que jusqu'au 23 mai, on peut aussi écouter du jazz avec le Versailles Jazz Festival. Pour cette 15e édition, 11 formations répondent présents pour des concerts et des masterclass. Des précisions d'Olivier Silol, le président de l'association. Nous avons une programmation chaque année que l'on cherche à rendre aussi ouverte, aussi éclectique que possible et aussi facile d'accès pour chacun, même ceux qui ne sont pas des habitués du jazz. Donc cette année, nous avons mis un peu l'accent sur le vocal, puisque nous aurons de groupes avec chanteurs, de groupes avec chanteuses, une chorale gospel. La rédaction souhaitait rendre hommage à un dessinateur, William Vance. Il nous a quittés le 14 mai dernier. L'artiste belge, reconnu pour ses traits fins et précis, était notamment l'un des pères du héros amnésique 13. TV78 l'avait rencontré en 2011 à l'occasion d'une exposition sur Versailles. Il partageait ses inspirations. J'ai été le plus influencé par les illustrateurs américains dans Colliers, Geographic Magazine, moi. Mais il y a aussi Saturday Evening Post et tous ces revues américaines que depuis la fin de la guerre, je les avais eues à cause de voisins. Alors j'ai été vraiment pris par ça. Samedi 19 mai, les musées vous invitent à veiller avec eux. C'est la nuit des musées, et bien sûr, le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines y participe. Et nous a rejoint en plateau Armelle Aubrier, la vice-présidente en charge de la culture de l'agglomération. Bonjour. Bonsoir. Alors cette année, le musée fait son show télé. Oui,
ça correspond au thème de l'exposition temporaire que nous avons et qui se termine fin juillet, mi-juillet. C'est le moment de venir en profiter. Ça montre l'évolution de la télévision et en particulier comme c'était en pleine époque de la création de la ville nouvelle, on a toute l'évolution des écrans. Enfin bon, ça c'est ce que fait. Au sein même de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est pas les écrans n'importe où. Dans le cadre de la nuit du musée, il y aura une visite guidée à 20h de cette exposition temporaire et à partir de 20h30 on pourra continuer à le visiter jusqu'à 22h. Après c'est en visite libre. Mais en visite libre. Alors il y a l'exposition, celle-là c'est la temporaire et le public est mis à contribution parce qu'il y a une animation avec des clics théâtre. Alors, Déclic Théâtre fait son show télé. Donc, Déclic Théâtre, c'est de l'improvisation à partir des thèmes qui seront fixés par le public. Et il y aura donc 2 séances, une à 20h30, une à 21h30, qui se passeront sur le parvis du musée, en espérant que le temps sera avec nous. Et c'est intéressant, Déclic Théâtre, c'est l'improvisation, Déclic Théâtre, c'est l'association qui a formé Jamel Debbouze, Issa Doumbia, voilà, la liste est longue. Et en même temps, je trouve ça très intéressant de voir en fait à quelle réflexion justement ils peuvent nous amener avec leur humour en particulier, sur justement par exemple l'évolution de la télévision, qu'est-ce que l'on fait de la télévision dans notre vie, quel regard et les différentes facettes de l'utilisation de la télévision. Ouvrir le musée le soir, même si c'est national voire européen, c'est aussi amener un autre public qui se dirait j'y vais pas en journée mais pourquoi pas le soir. Je pense que c'est une manière de le faire reconnaître. Je pense aussi qu'au niveau du territoire, moi je pense que le musée est une bonne image du territoire pour l'extérieur du territoire, et ça j'y tiens, et j'aimerais qu'on monte quelque chose au moment de la Ryder Cup, justement pour faire connaître notre territoire, mais je pense aussi que les habitants ne le connaissent pas assez et ne se rendent pas compte de ce que ça leur rapporte sur leurs racines, en fait, sur ce territoire. Et justement, ces racines, c'est l'exposition permanente qui, elle aussi, sera accessible ce soir-là. Là, on peut plonger dans l'histoire de la ville nouvelle. En fait, c'est depuis la préhistoire, en fait, je veux dire. Et puis, il y a aussi tout le siècle de Versailles, toute la construction de la ville nouvelle, les différents essais d'urbanisme qui ont été faits. Oui, c'est extrêmement important, et surtout, ce sont nos racines, en fait. Et en plus, le musée a changé de place, donc il a un espace encore plus important. Et en fait, il a changé de place, et en particulier sur la partie permanente, on peut dire, mais il y a énormément de moyens nouveaux, et donc on peut, il y a des écrans, on peut questionner un certain nombre de choses, on peut visualiser. Donc il n'est pas très grand, mais il y a des tas d'interactions possibles, et à partir de ce moment-là, on peut creuser le sujet que l'on a envie d'approfondir. On est à quelques jours de cette nuit des musées, les équipes sont prêtes? Oui, sans problème, sans problème. En plus, ils sont très fiers de ce qu'ils à juste titre, de ce qu'ils ont fait, et tout à fait prêts à le partager. Surtout que dans les réserves, il y a encore 8000 objets. C'est une très très belle collection que possède le musée. Exactement. Et puis le musée, bon là, ça ne sera pas le cas parce que c'est la nuit des musées, mais le musée aussi, c'est tous les parcours à l'intérieur. Tous les parcours sur la ville, sur le territoire, et ça aussi il faut y penser. Quand on reçoit les villes jumelles, quand on reçoit des personnes de l'extérieur, quand il y a des groupes des différentes villes, faire le parcours et voir ce que c'est que Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a tout au musée de la ville. Merci Armelle Aubrier. Alors pour ne rien rater de cette soirée, la programmation est disponible sur le site de la ville.
Mais d'autres sites sont aussi à découvrir à la nuit tombée, par exemple à Manille-les-Hameaux, de 18h30 à 19h30. 53 dessins français sont à découvrir. L'exposition Très divin se poursuit et la soirée se terminera en musique avec les variations Goldberg de Bach, jouées par la claveciniste Béatrice Martin. Vous pouvez aussi vous laisser tenter par 4 autres lieux yvelinois, à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Vous pouvez plonger dans l'humour de Raymond DeVos. À Versailles, Eugène Viollet-le-Duc est exposé au musée Lambinet. Le château n'est pas en reste. Les lieux les plus prestigieux se pareront de couleurs inédites grâce au coucher du soleil. Et si vous souhaitez aller du côté de Rambouillet, c'est le Ramboli-Train qui a prévu un éclairage spécial et une balade nocturne. Alors, ce week-end est un week-end chargé pour la culture parce qu'un invité nous a rejoint en plateau. On part en 1900 avec vous. Christophe Leray, vous êtes scénographe. Oui. Et vous allez participer à un rendez-vous historique au château de Breteuil. Oui, c'est ce dimanche 20 mai, toute la journée, à partir de 10h30 jusqu'à 18h30. Un vaste programme d'activités attendent les petits comme les grands visiteurs. C'est un voyage à travers l'histoire que nous leur proposons. Alors 1900, c'est pas anodin pour le château, c'est une période assez faste. C'est une période de grands changements pour le château de Breteuil. C'est un château familial depuis 400 ans. Mais là, en 1900, nous sommes à l'époque du grand-père de l'actuel marquis de Breteuil, Henri de Breteuil. Et avec sa femme, Marcellita Garner, ils entreprennent d'immenses travaux au sein même du château. Ils vont apporter tout le confort moderne. C'est le château qu'on connaît aujourd'hui ? C'est quasiment le château qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il y a eu l'ouverture au public il y a 49 ans, donc beaucoup de transformations depuis. Mais quand même sur l'organisation du parc, du château, la distribution des pièces. On est vraiment sur un château de la belle époque, un château 1900. Et c'est une époque où on peut croiser notamment le roi d'Angleterre, Édouard VII, et même Marcel Proust. Et oui, c'était ces personnages-là faisaient partie du cercle d'Henri de Breteuil. On est avec de grandes têtes couronnées, donc le roi d'Angleterre, mais aussi de grandes figures du milieu artistique. Marcel Proust, dans sa recherche du temps perdu, Henri de Breteuil est cité, mais avec un autre nom, c'est Hannibal de Bréauté, et il porte les initiales HB. Donc HB, en fait, c'est Henri de Breteuil lui-même. Et puis il y a la comédienne Réjeanne, donc une grande comédienne de théâtre également. Alors, il va y avoir ce week-end, donc on va en 1900, c'est une reconstitution avec une trentaine de figurants. Vous allez faire revivre l'époque. L'idée, c'est de se plonger dedans. On doit être costumé, nous aussi. Alors, il y a effectivement des reconstitueurs. Donc là, le château de Breteuil, moi-même et l'entreprise de l'Histoire retrouvée, eh bien, organisons toutes les apparitions des tableaux vivants, donc avec des personnes qui réalisent souvent leurs costumes eux-mêmes et qui vont être mises en scène à travers des tableaux vivants, des évocations de la vie d'autrefois essentiellement. Et puis cet événement est ouvert au public. Alors si eh bien justement le public souhaite venir costumer en habit 1900, c'est tout à fait possible. L'idée, c'est qu'il y ait une interaction entre les époques et entre les personnes aussi. Entre passionnés et curieux. Exactement, vous avez tout résumé. Alors on a beaucoup parlé costume, et qui dit costume dit couture, et nous partons à la rencontre d'une personne que vous connaissez bien, Christophe, Pascale Brenne. Elle crée des costumes de scène, elle s'occupe notamment de ceux de la troupe que vous présidez, c'est aussi le président de la troupe du Crâne, mais elle fait aussi de la reconstitution, et Marion Tac et Manon Varaldo l'ont rencontrée. S'installer à sa machine à coudre, un geste que Pascale Brenne pratique chaque jour. Ses doigts créent costumes de scène et costumes d'époque. Les costumes d'époque étaient construits à la main, donc les techniques sont différentes. Quand on passe à la machine à coudre, on n'a pas forcément la place de passer la machine à coudre. Donc il faut qu'on joue, qu'on ruse, quand on veut gagner du temps et ne pas le faire à la main. Et donc c'est combien d'heures de travail ? Entre 60 et 70 heures de travail. Rien qu'en confection. Mais quand il m'en avait parlé, je l'avais déjà dans la tête, je savais quel manteau je voulais lui faire. J'avais une idée de manteau Renaissance. Cette Yvelinoise lance en 2014 son entreprise au fil de l'histoire avec son fils. Celle qui coud depuis l'âge de 7 ans est autodidacte. On fait, on défait, on essaie à ce que ça ressemble d'abord à un vêtement qu'on a pris dans son armoire, et puis on copie. Et puis on redémonte et on essaie d'y arriver le plus près possible. Et puis ça se fait tout seul. Pascale Brenne coud pour des châteaux, les amis de Charles Perrault et la troupe saint-quentinoise, la troupe du Crâne.
C'est une femme justement dans les coulisses qui est là, toujours aux petits soins, qui va veiller aux moindres détails, qui aussi a l'autorité qu'il faut pour gérer des coulisses, parce que ça c'est vraiment très important de gérer une équipe de 12 personnes ou voire plus. Les commandes que nous faisons à Pascal, elles sont importantes. Ça peut être tout un vestiaire à créer sur une thématique précise. Un costume représente jusqu'à un mois de travail. La recette pour faire un bond dans le passé. Ces costumes, on va pouvoir en voir dimanche. Ah oui, l'idée justement, c'est que ce soit que l'histoire prenne vie. Donc là, on n'est pas sur une image figée. Au contraire, vous allez avoir des tableaux vivants, donc vraiment des figurants disséminés un peu partout. À Breteuil, il y a des personnages de cire du musée Grévin. Dans certaines pièces, ils vont être retirés pour être remplacés par de vraies personnes. Donc effectivement, tout au long de la journée, en plus, il y a des activités, des animations qui vont permettre de rencontrer la famille de Breteuil, leurs amis, de grandes figures artistiques, Proust, Réjeanne, et puis également tout le personnel. On va découvrir aussi l'envers du décor, les coulisses de la vie d'une famille. Alors justement, vous l'avez dit, il y a différents rendez-vous. La programmation est conséquente. Je pense que le public va devoir faire des choix. Tout à fait. Il y a les cuisines, les scènes de vie du personnel, les contes de Perrault. On est quand même au château de Breteuil. Les courses en sac pour les enfants, un sac de jute. Oui. C'est l'idée de vraiment oublier que nous sommes en 2018. Oui, c'est un moment d'évasion. Et puis aujourd'hui, on est dans une dynamique d'histoire vivante. À Breteuil, il y a vraiment la cible familiale et cette idée de transmission du patrimoine, la volonté d'intéresser toutes les générations. Alors, autant les férus d'histoire pourront être satisfaits avec des anecdotes, une reconstitution souvent précise. Justement, vous avez beaucoup répété. Oui, ce sont des choses qu'on écrit, qu'on met en scène, sur lesquelles on se documente aussi beaucoup pour ne pas faire n'importe quoi. Et puis à côté, il y a aussi cette volonté de proposer une journée de divertissement, d'où les courses en sac de jute, qui était un sport, un véritable sport en 1900. On va aussi rencontrer Augustine et ses Barbapapas. Enfin, on passe les auditions de théâtre avec Réjeanne. Voilà, c'est un équilibre en fait, pour être le plus fédérateur possible. Et un temps fort, le défilé de l'élégance, le plus beau costume, la meilleure tenue. Alors il n'y a pas de concours. L'idée c'est justement qu'on puisse participer et lors de ce défilé de l'élégance autour du miroir d'eau l'après-midi, en plus il y aura beau temps, donc nous avons énormément de chance. Enfin, je croise les doigts, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais justement, lors de ce défilé, les reconstitueurs pourront être rejoints par des visiteurs venus eux-mêmes costumés. Et il y aura Pauline Bord de l'Histoire retrouvée qui commentera les réalisations des uns des autres, qui ajoutera des anecdotes sur l'histoire du costume féminin, masculin, les différentes utilisations de ces costumes. Les codifications. Voilà. Vraiment les codes, exactement, avec des petites anecdotes, ça restera très chaleureux. Merci Christophe Lauré. Merci. Alors la reconstitution du château de Breteuil en 1900, c'est le dimanche 20 mai. Et on passe maintenant à notre page cinéma. Et après un voyage dans le passé, un voyage dans les étoiles. C'est le coup de cœur cinéma de Bertrand Pigné des Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École. Regardez. Cette semaine, c'est un événement qui se passera dans 2 semaines. Comme tous les ans, depuis 7 ans, on organise un festival qui s'appelle donc Les Yeux pleins d'étoiles. Cette année, la thématique est vraiment une thématique des étoiles, puisque c'est la science-fiction. On aura donc le prochain Star Wars Solo dès la 2e semaine, dès le 30 mai, pour 2 semaines, 15 séances à prix défiant toute concurrence. Mais on aura aussi 4 événements. Le premier événement, c'est une soirée autour de la robotique avec Nothing to Hide et Lo and Behold, un film de Werner Herzog autour des nouvelles technologies et de la robotique avec Dédale et Route 66, 2 associations qui nous sont partenaires sur cette soirée. Le lendemain, on aura, donc ça c'est le samedi, le dimanche 3, on aura la venue d'un artiste, un musicien qui joue du thérémine, un instrument étrange électronique qui a produit le son de l'espace de tous les films des années 50, et on projettera Le jour où la Terre s'arrêta, la première version, un très beau film
films de patrimoine, donc. Et puis la semaine suivante, le week-end du 8, 9 et 10 juin, on clôturera notre petite session de programmation autour de la science-fiction avec le vendredi 8, une soirée Japanimation où on passera Mutafukaz, qui est un film franco-japonais qui sort en ce moment, et puis 2 monuments de l'animation japonaise, Perfect Blue qui ressort dans une copie numérique, et Akira qui est un des grands monuments de l'arrivée de l'animé au cinéma. Alors tout ça se déroulera donc du 2 juin au 10 juin au cinéma Les Yeux d'Elsa, et nous vous espérons nombreux. Un mot maintenant sur une exposition originale. À Guyancourt, Yann Allégré a collecté des rêves, vos rêves, sans les modifier. 85 habitants ont accepté de partager leurs rêves ou cauchemars, qui sont devenus un son et lumière à la salle d'exposition de la ville. On l'écoute. Dans mon travail, je me suis toujours posé la question, comme j'ai eu la chance de beaucoup voyager, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui peut relier toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur nationalité, leur culture, leur langue. J'ai trouvé des endroits comme ça, des terrains communs. Et il y a un terrain que je trouve particulièrement intéressant parce que il est à la fois très intime et en même temps c'est quelque chose qui a toujours marqué toutes les sociétés, où toutes les civilisations s'en sont emparées, y ont cherché des signes, des prophéties, des dialogues avec les dieux ou de la psychanalyse. C'est le rêve, bien sûr. L'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre site internet tv78.com et c'est l'adresse où vous pourrez aussi retrouver ce 7-8 Culture, car c'est la fin de ce numéro et je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.